monde, bonne année 2022. Je sais qu'on est rendu le 10 janvier, mais c'est la première occasion que j'ai avec notre balado-diffusion sur la glace de vous souhaiter une bonne année 2022. On va se la souhaiter également très bonne, mais on ne peut pas dire qu'au niveau hockey, elle a bien commencé. Souvenez-vous, la dernière présentation de Sur la glace, le 20 décembre 2021, on était fébrile à l'idée de s'en aller au championnat du monde de hockey junior à Edmonton. Et ben, tout s'est écroulé le 29 décembre. Le tournoi a commencé le 26. Il y a eu des matchs le 26, 27, 28. Le Canada a joué deux matchs, le 26, le 28. Connor Bedard a eu le temps de marquer 4 buts dans un match. Owen Power a eu le temps d'en marquer 3. Mais le 29, la Fédération internationale de hockey sur glace, avec les cas de COVID qui commençaient à se multiplier au sein de chacune des équipes, commençait à avoir des matchs gagnés par forfait. C'est pas ça qu'on veut dans un championnat du monde de hockey junior. Bref, tout s'est écoulé. Vous le savez, là, c'est plus une nouvelle. Ça fait presque 10 jours que c'est arrivé. Alors, on est rentré au pays le 30 décembre au lieu de. Rentré au pays, rentré au Québec le 30 décembre au lieu du 6 janvier. Et il n'y a pas eu de médaille d'or accordée cette année pour la première fois parce que souvenez-vous, l'an passé, on avait réussi à jouer le tournoi dans une bulle à Edmonton. Cette année, ben, il n'y avait pas de bulle. On parlait plutôt d'un environnement protégé. Les équipes étaient en contact avec des clients extérieurs de l'hôtel. Puis, ça a fait qu'il y a eu des cas de COVID. Les parents étaient là aussi, les partisans, bref. Certains ont critiqué l'organisation en Alberta de dire ben, pourquoi on n'a pas fait comme l'an passé. C'est qu'aller jusqu'au 15-18 décembre, tout allait bien. Là, il n'y avait pas de matière à faire comme l'an dernier, justement, à faire un environnement, une bulle serrée comme c'était le cas, pas de spectateurs et seulement un amphithéâtre. Tout a débarqué là, avec le variant Omicron. Bref, on espère, on se croise les doigts parce que le président de la Fédération internationale, Luc Tardif, le nouveau président de la Fédération internationale, a dit dans son point de presse le 29 décembre, donnez-nous un peu de temps, là, puis on va regarder ce qu'on peut faire. On va peut-être être en mesure de reprendre ce tournoi-là. Peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet, on verra. Mais c'est une immense déception. Puis moi, je l'ai vécu de façon personnelle, évidemment, mais je me mets surtout à la place des joueurs pour qui c'était le rêve de jouer dans ce tournoi-là. On avait trois Québécois dans l'équipe là, qui rêvaient de participer à ce tournoi-là. Xavier Bourgault, Maverick Bourque, Elliott Desnoyers. Il y avait Lucas Cormier également, un gars des Maritimes, pour qui c'était le rêve. Et tout s'est écoulé après 2 matchs seulement. Dans le cas de Bourgault, il a joué seulement qu'un match, il a été blessé. C'est extrêmement décevant. Et j'ai vu sur la glace des joueurs pleurer, là, prenaient des photos, l'amphithéâtre était vide la journée où on a confirmé là, l'annulation du tournoi. Ça a été vraiment une séquence d'événements assez difficile. Alors, c'est comme ça donc qu'on a commencé 2022 avec aucun match le 5 janvier là, pour la médaille d'or. Petite parenthèse en passant, le 5 janvier, j'étais chez moi, puis on rediffusait à RDS en reprise la finale de l'an passé. Là, je me disais, dire qu'on serait supposé d'être en train de faire le match final. Ça, c'est la même journée, le 5 janvier, où on a appris que notre consoeur Chantal Maccabé a quitté RDS après 32 ans pour s'en aller avec le Canadien. Alors, extrêmement content pour elle, mais extrêmement déçu également pour nous tous à RDS. On perd notre leader, là, celle qui était la figure de la station. Alors, ça a été une drôle de journée le 5 janvier. Là, je vais être bien honnête avec vous, là, mercredi dernier. Je l'ai trouvé bizarre. Mais évidemment, il faut se relever les manches, il faut continuer. Alors, on regarde vers l'avant maintenant, puis on va continuer à être là chaque semaine avec notre balado-diffusion sur la glace qui parle de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs également. On a un gros menu pour vous aujourd'hui parce que dans la Ligue junior majeure du Québec, au cours des derniers jours, c'était la fin de la période des transactions. Également, ça a bougé beaucoup. Il y a certaines équipes là, qui ont fait le plein de joueurs en espérant se rendre jusqu'au bout. Alors, on va parler de tout ça dans l'émission. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec le directeur général des Sea Dogs de Saint John, Trevor Georgie, qui a été parmi les plus actifs. Lui, sa journée du 6 janvier au matin, passez-moi l'expression, il n'a pas dormi sur la switch, comme on dit. On va s'entretenir également avec Martin Lavallée, vice-président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, pour tenter de savoir la suite des choses, quand est-ce qu'on sera en mesure de reprendre les activités dans le circuit. Je vous le dis tout de suite, ça sera pas dans la semaine, ça sera pas la semaine prochaine. On ne reprendra pas de match là, à compter du 19 janvier, comme on l'espère également.
Et on va s'entretenir également une entrevue que j'ai réalisée ce matin avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle du Rocket de Laval, puisque le Rocket va reprendre le collier cette semaine à la Place Belle. Il y a un match mercredi, le 12, qui est prévu contre le Crunch de Syracuse, club école du Lightning de Tampa Bay. C'est pas facile. Le Rocket n'a pas joué depuis le 17 décembre. Alors, on parle quand même là, de 3 semaines et demie sans match. Et là, les matchs du temps des fêtes ont été remis. On va jouer, je le dis sous toute réserve, là, mais vraisemblablement, là, on va jouer à huis clos mercredi à Laval. Par la suite, l'équipe s'en va à Springfield et à Hartford en fin de semaine et revient à Laval la semaine prochaine. Donc, c'est le portrait qui se dessine pour l'instant pour le Rocket, c'est de jouer des matchs devant des gradins vides à la Place Belle. On sait que l'an passé, on a joué devant des gradins vides, mais c'était au Centre Bell à Montréal. Question de ne pas faire deux environnements distincts, mais pour l'instant, il n'est pas question de ça. On va demeurer à Laval. Alors, l'entraînement a repris pour le Rocket de Laval hier. Il manque des joueurs, honnêtement, avec tous les rappels que le Canadien a fait au cours des derniers jours en raison de l'éclosion de COVID avec le Canadien, les joueurs également sur l'escouade de réserve du Canadien. Il y a beaucoup de joueurs du Rocket qui sont avec le grand club en ce moment ou qui sont sur la liste du protocole de la COVID avec le grand club. Il y a eu passablement de rappels au cours de la période des fêtes. Des bonhommes comme Raphaël Harvey-Pinard, Brandon Baddock, Cam Ellis ont eu la chance de jouer leur premier match dans la Ligue nationale. Il y en avait eu d'autres en début de saison aussi. Donc, l'entraînement à Laval ce matin, 10 janvier, au moment où on enregistre l'émission, on est le 10 janvier. Il y avait seulement 4 défenseurs en uniforme pour la séance d'entraînement. On avait 12 attaquants, 4 défenseurs et 2 gardiens de but. Alors, c'est sûr que d'ici à mercredi, il faudra dénicher 2 autres défenseurs. On avait que Paquette Bisson, Dello, Amarosa et Neal qui étaient sur la patinoire pour le Rocket à la Place Belle ce matin. Olivier Galipo a signé un contrat comme joueur d'essai aussi avec le Rocket, mais ne pouvait pas encore s'entraîner avec l'équipe en raison du protocole, devait attendre les résultats de la COVID. On a été chercher beaucoup de joueurs, évidemment, du côté des Lions de Trois-Rivières, pas le choix. Et c'est un peu dans cet esprit-là là, que Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket, a participé à cette séance d'entraînement-là hier et celle d'aujourd'hui aussi. Et on a fait un brin de jasette avec lui un peu plus tôt pour justement regarder la suite des choses pour le Rocket. Notre invité, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle. Jean-François, diriger dans la Ligue américaine, c'est toujours un casse-tête. Il y a toujours des rappels, des changements. Tu entraînes ton équipe pour que tu te prépares pour le prochain match. Mais là, c'est vraiment encore plus exceptionnel avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, qui a frappé fort le Canadien, qui a frappé à Laval aussi. Comment tu composes avec tout ça présentement, là? Oui, c'est pas évident. Il faut composer avec ça. On a plusieurs joueurs présentement qui sont ici pour pratiquer de Trois-Rivières. On a trois joueurs qu'on a signés sur des tryouts professionnels en Devante Smith-Pelly puis Valentini. Puis hier, Galipo, un défenseur. Alors, c'est pas évident, mais il faut continuer à pousser. Puis tout le monde, toutes les équipes passent par là. Alors, c'est rien de nouveau pour nous autres. Vous avez repris l'entraînement hier. Ça fait quoi, 3 semaines que vous n'avez pas joué? Là? Je pense que c'est le 17 décembre, le dernier match. C'est quasiment un nouveau camp d'entraînement, qu'on le veuille ou non. Là. Oui, les gars étaient pas mal rouillés hier. Après trois drills, là, je pense que l'énergie n'était pas là longtemps. Alors, c'est plus pour retrouver leurs jambes, un peu le timing aussi, faire des passes, toucher à la rondelle. On va toucher au système un peu dans les 2 prochains jours, là, mais je pense que c'est plus important là, juste de revoir leurs jambes. Là. Il y avait 2 matchs du Rocket prévus en fin de semaine qui n'ont pas eu lieu. Mercredi, vous jouez un match à la Place Belle contre Syracuse. Jusqu'à maintenant, ce match-là tient. Puis la même chose pour votre voyage la semaine prochaine aux États-Unis. C'est bien ça, là? Oui, jusqu'à maintenant, là, ça a l'air qu'on va jouer mercredi, puis on s'en va vers Springfield et Hartford en fin de semaine. Alors, on se prépare pour ces matchs-là. Bon, là, tu te prépares d'abord pour mercredi à Laval, mais en ce moment où on se parle, tu diriges un entraînement, tu n'as pas assez de joueurs fondamentalement en ce moment. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des joueurs qui te soient retournés du Canadien, quoi. Oui, on va sûrement avoir besoin de plus de joueurs. On est correct à l'avant pour jouer un match. À défense, on est un peu short, mais on va voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Ici, là, les Canadiens, je pense qu'ils partent demain sur la route. Alors, on va voir s'il va y avoir du mouvement ou pas. Sinon, on va aller puiser d'autres joueurs à Trois-Rivières pour le match de mercredi. Mais
chaque jour est différent. Alors, on prend ça au jour le jour, puis on compose avec ça. Tu as mentionné tantôt le nom de Devante Smith-Pelly. C'est un gars qu'on a connu avec le Canadien, un vétéran aussi de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu as vu présentement? Je sais que c'est juste une pratique, là, mais l'état d'esprit de ce bonhomme-là de se rapporter au Rocket de Laval, puis sa condition physique et tout ça. Oui, il est correct. Je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience, puis il est heureux de renouer avec une équipe, peut être sa glace, puis il est content d'être ici à Laval. On va voir s'il a les jambes pour jouer ou pas. Là. C'est pas évident là, quand ça fait un bout de pas jouer. Puis c'est pas juste lui, là, 3 semaines sans patiner. Là, tous les joueurs là, sont un peu rouillés. Là. Il y a 35 joueurs différents qui ont joué pour le Canadien. Le Rocket, il y en a beaucoup aussi. Quand tu regardes tous les gars qui ont passé par Laval, qui ont été rappelés cette année, y a-t-il une histoire qui te frappe un peu plus? On a beaucoup parlé de Raphaël Harvey-Pinard là, qui a marqué, puis tout ça. Quand tu regardes les gars que tu as eu la chance de connaître, de les voir avec le Canadien, le Schooneman, Pezzetta, on peut prendre n'importe qui. Là. Qu'est-ce qui t'a marqué peut-être le plus de ces bonhommes-là? Là? Oui, ils m'ont pas mal tout marqué. Je te dirais qu'on est très fiers d'eux d'avoir fourni l'effort nécessaire quand ils ont été demandés à aller en haut. Ça, on est très fiers de ça comme instructeur. C'est un gars comme Ilonen, moi je pense un choix de deuxième ronde du Canadien. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Je pense qu'il a ouvert les yeux là-bas. Même chose pour Hervé Pinard puis Vedemo. Primo, quand il a été demandé à être entre le filet, il a bien fait. Alors, puis Pezzetta, on pensait de le revoir après 2 semaines, puis il est encore là. Fait qu'on est très fiers de tous les joueurs qui ont monté en haut. Tu regardes aussi la situation là, en ce moment. Vous continuez quand même à penser, nous autres, il faut gagner des matchs, il faut se battre pour les séries. Les autres équipes jouent. Là, je regardais, je pense que c'est avant hier, là, il y avait 12 matchs dans la Ligue américaine au calendrier. Le seul qui ne jouait pas, dans le fond, c'était le vote contre Toronto. Est-ce que tu as l'impression que ça va vous faire peut-être mal, ça va vous faire prendre du retard sur les autres formations? Oui, peut-être un petit peu, mais c'est juste, il faut recommencer à jouer. Il faut recommencer à jouer, avoir des matchs, puis essayer de ramasser le plus de points possible. Comme j'ai dit, on prend ça au jour le jour, on ne regarde pas trop en avant. Là. Puis on sait qu'on va avoir une cédule assez difficile au mois de février, mars et avril pour récupérer tous ces matchs-là. Mais on espère que les joueurs vont venir en santé. Puis on va mettre les meilleurs joueurs qu'on peut sur la glace, puis on va tout faire comme instructeur pour donner un bon spectacle aux partisans qui vont regarder à la télévision. Peut-être c'est ça, tu parlais des partisans à la télévision, c'est que là, on semble voir que du côté du Canadien, on ne veut pas jouer de match au Centre Bell s'il n'y a pas de spectateurs. Par contre, à Laval, là, il semble que ça va se faire. Là. Il y a des matchs locaux la semaine prochaine aussi, là, mercredi, vendredi prochain, vous recevez à la maison aussi. De ce que tu sais, tout ça va se faire ou on t'a dit qu'on mettrait ces matchs-là? Là? Non, de ce que je sais, là, on essaie d'aller de l'avant avec ça, puis continuer sur notre cédule, puis jouer à huis clos. Ça va peut-être changer. C'est pas moi qui prends les décisions, mais jusqu'à date, je me suis fait dire que tout va de l'avant. Est-ce que tu suis beaucoup le dossier de la nomination du prochain DG du Canadien? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Évidemment, tu connais des gars qui sont en nomination, là, ou qu'on parle dans les médias et tout ça. Est-ce que c'est un dossier que tu suis de près? Je ne sais pas si on te tient informé, là, mais. Non, on ne me tient pas informé, mais je suis ça. C'est sûr que je suis ça. Je pense que c'est important de savoir ça va être qui notre prochain leader de l'organisation ici comme directeur gérant. On en parle entre les coachs ici le matin quand on rentre, puis on jase de différentes personnes qui ont été parlées d'être nominées. Alors, c'est juste quelque chose qu'on parle, mais c'est pas. Nous autres, on a un job ici à faire, ici à Laval, là, puis c'est pas quelque chose qui change notre vie. Je pense qu'il faut continuer à regarder de l'avant, puis nous autres, c'est développer les joueurs, puis essayer de les pousser à amener à la Ligue nationale. Est-ce que tu as eu une job à faire avec certains joueurs, de peut-être à un certain moment, je vais dire comme ça, remonter le moral un peu? J'étais à la pratique du Canadien hier, je remplaçais notre collègue Chantal, qui est maintenant avec l'organisation. Puis je voyais Jean-Sébastien D sur la patinoire qui finalement a été rappelé là, pour l'escouade de réserve.
tu vois un paquet de rappels arriver, puis toi, ton nom ne vient jamais. Je pense à un gars comme Kevin Roy qui a joué du hockey professionnel dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont dit à ce moment, coudon, j'existe-tu encore pour le Canadien? Oui, c'est sûr que pour des joueurs qui n'ont pas de contrat de Ligue nationale, des fois, c'est un peu plus dur de se faire Ouais. monter dans la Ligue nationale, mais des joueurs qui ont de l'expérience comme Martel, puis Bourque, même chose pour Roy. C'est sûr que ça leur passe par la tête. Non, j'en ai pas parlé avec eux, mais dans le passé, c'est sûr que peut-être que c'est dans leur tête un petit peu, puis c'est pas. Mais ça fait partie d'être un professionnel. Tu as des hauts, des bas, tu as des joueurs qui passent en avant de toi. Il faut que tu composes avec ça. Ça fait partie de leur job. Je regarde un gars comme Cam Ellis qui était retourné à Trois-Rivières à un certain moment, hein, puis là, qui est passé, puis il a même eu la chance. Ça aurait été quoi les paris en début de saison si on avait dit Cam Ellis va jouer un match dans la Ligue nationale cette année? On n'y aurait probablement pas cru. Là. Non, surtout qu'il a été descendu à Trois-Rivières, Ouais. mais on est fiers de lui aussi parce que c'est un gros saut. Puis, il a eu l'opportunité de jouer un match dans le national qui, ça ne veut pas dire qu'il n'en jouera plus non plus. Il peut avoir une progression puis peut-être en jouer plusieurs plus tard dans sa carrière. Mais c'est sûr que c'est un beau moment pour lui là, puis, d'avoir la chance de jouer un match. Mercredi, je ne vais pas te demander de les nommer, là, mais on va avoir 20 joueurs en uniforme pour le Rocket, puis on va se battre. Message aux partisans, on va se battre pour les 2 points au classement, c'est ça? Absolument. Puis on va essayer de jouer un match simple. Être essayer de pas trop donner de chance, essayer de bien jouer défensivement. C'est la seule manière de pouvoir gagner des matchs. Alors, pour nous, là, on va garder ça simple, puis on va tout donner ce qu'on a. On te souhaite quoi, là? Des joueurs, tout simplement, c'est ça qu'on te souhaite, quoi? Ouais, une coupe de joueurs, puis un beau 2 points, ça serait le fun. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps. Merci, bonne journée. Laval, Jean-François Houle. Vous voyez que la bonne humeur est là quand même, malgré les circonstances. 12 attaquants, 4 défenseurs et 2 gardiens de but à l'entraînement de l'équipe ce matin. On va voir avec le Canadien là, les rappels et les retours de protocole COVID si quelques joueurs pourront être retournés avec le Rocket. Corey Schooneman, entre autres, est avec le Canadien présentement. Est-ce qu'il pourra revenir pour participer à ces matchs-là du côté du Rocket? Deux choses avant de poursuivre avec la Ligue junior majeure du Québec. Premièrement, jeter un coup d'œil au classement. Le Rocket de Laval est quatrième dans la section nord. Il n'a pas joué, comme je le disais, depuis le 17 décembre. Donc, 12 victoires, 10 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Un rendement de 542 là, en termes de points acquis par partie jouée. Donc, ça le place au quatrième rang là, derrière Utica, Rochester et Toronto. Et le match de mercredi contre Syracuse, ben, c'est deux équipes qui ne sont séparées que par un seul point au classement après 24 matchs. Donc, c'est un match qui pourra avoir une importance très grande en fin de saison pour une participation aux séries éliminatoires. Les 5 premiers de la division Nord vont participer aux séries éliminatoires. Là, il y a Belleville qui est un peu détaché, là, qui a 26 points, tout comme le Rocket, mais qui a joué 3 matchs de plus. Belleville est au dernier rang, mais pour le reste, c'est extrêmement serré. Utica, évidemment, avec son début de saison incroyable et complètement détaché en haut. Là, la formation de Utica qui est première au classement dans la Ligue américaine. Pour revenir également au calendrier, ce qu'il faut nommer et ce qu'il faut parler qui est intéressant, c'est le fait que, oui, le Rocket joue à la maison mercredi. Le Rocket a 2 matchs également la semaine prochaine à la maison, les 19 et 21. Et par la suite, le calendrier amenait la formation à l'étranger jusqu'au 11 février. Alors, on s'est peut-être dit, on va jouer ces 3 matchs-là là, devant des gradins vides, mercredi cette semaine et mercredi et vendredi prochain, en espérant que, rendu au 11 février, on pourra récupérer peut-être 50 là, de la capacité des partisans pour la Place Belle. C'est un dossier qu'on va suivre, évidemment, au cours des prochaines semaines. Également, dans le temps des fêtes, on a confirmé, puis ça n'a pas été une surprise, pour une deuxième année de suite, la classique des étoiles à Laval qui est annulée. On devait avoir le match des étoiles et le concours d'habileté. Alors, la Ligue américaine, dans un communiqué qui est sorti là, il y a quelques jours, a confirmé qu'on ne pouvait pas penser avec les conditions actuelles faire venir des joueurs d'un peu partout en Amérique pour participer à ce match-là. Alors, on espère toujours du côté de la Ligue américaine tenir cet événement-là à Laval. Alors, ce sera probablement pour 2023. Ça devait être l'an dernier, ça avait été remis à cette année. Il semble qu'on devra attendre à l'année prochaine. Et pour terminer avec la Ligue américaine, Lucas Reichel, le jeune Allemand des Ice Hogs de Rockford, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine.
en 2 matchs, 3 buts et 3 passes pour 6 points. Je vous rappelle que le match de mercredi du Rocket sera présenté sur le rds.ca, puisque le Canadien joue déjà à RDS en soirée contre les Bruins de Boston. Alors, sur le rds.ca, vous allez pouvoir suivre le match du Rocket de Laval en compagnie de Jasmin Leroux et de Marc-André Dumont. Moi, je vais me déplacer sur place pour aller voir le match. Alors, si vous posez la question pourquoi il n'est pas à la télé, ben, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà le match du Canadien à la télé. Mais on va revenir avec le Rocket sur nos ondes mercredi et vendredi prochain à la Place Belle, les 19 et 21 janvier. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est sur le mode de pause aussi. On devait reprendre les activités. En fait, selon le dernier communiqué, au moment où on se parle, on devait reprendre les activités dans la semaine du 17 janvier, donc lundi prochain. Et il y avait des matchs prévus à compter du 19 janvier. Entre le moment où les activités se sont arrêtées et le 17 janvier, on parle de 84 matchs présentement là, qui ont été remis. Ça va se poursuivre. Ça ne reprendra pas la semaine prochaine et je vais vous présenter dans quelques instants l'entretien que j'ai eu avec Martin Lavallée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est l'adjoint au commissaire Gilles Courteau. Et c'est lui qui pilote pas mal le dossier là, de la COVID. Et c'est lui, l'an passé, qui a beaucoup piloté le dossier là, des environnements protégés et tout ça pour une mise au point de la situation. On va parler évidemment également dans quelques instants. Là, on va faire le retour sur la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais pour bien comprendre ce qui va arriver dans la Ligue junior majeure du Québec au cours des prochaines semaines, je vous présente cet entretien avec Martin Lavallée. Martin, premièrement, bonne année. Ce n'est pas de la façon dont on aurait voulu que ça commence 2022. On se retrouve dans une situation avec la LHJMQ présentement où là, en date de la semaine prochaine, sauf erreur, c'est 84 matchs là, qui ont été remis. On fait quoi maintenant? Écoute, on se prépare, je ne te cache pas, Stéphane. Effectivement, là, dans un premier temps, ce n'est pas le début d'année qu'on souhaitait pour personne. En même temps, on peut s'encourager en se disant que ça peut juste s'améliorer. Puis c'est ce sur quoi qu'on planche actuellement pour s'assurer que lorsqu'on va avoir les autorisations requises, on va être en mesure de fonctionner puis d'opérer dans la plus grande normalité que possible. Tu as dit, je pense, vendredi dernier au collègue Michael Alancette du Soleil que la Ligue avait décidé de ne pas jouer s'il n'y avait pas 50 des partisans. On peut presque déjà dire que la semaine prochaine, on n'aura pas la permission d'avoir 50 des partisans, donc on peut s'attendre à d'autres matchs reportés. Là. Fort possiblement, Stéphane, qu'on va devoir remettre des parties la semaine prochaine. Nous, actuellement, on est en pourparlers là, avec les différentes autorités de santé publique pour s'assurer que notre protocole à nous va pouvoir être mis en place puis appliqué pour le retour officiel de nos joueurs le vendredi. Donc, en principe, vous auriez le droit que vos équipes s'entraînent à partir de vendredi. C'est ce que vous voulez d'abord et avant tout? Là? C'est ce qu'on souhaite. Dans les provinces maritimes, l'ensemble de nos équipes ont les autorisations pour pouvoir s'entraîner. En Nouvelle-Écosse, par contre, ils ont une certaine restriction à 10 joueurs en même temps sur la glace. Du côté du Québec, on est assujetti aux mêmes règles là, qui se fait partout là, au niveau des sports intérieurs, donc entraînement en diade ou par le biais de la même résidence privée. Donc, on est à finaliser là, justement les pourparlers pour s'assurer qu'au retour de nos joueurs vendredi, on va être en mesure de s'entraîner en équipe au Québec. OK, ça, c'est la première étape. Pour le retour des matchs maintenant, là, si on veut être optimiste un peu, on peut penser à quand? Là? Bien, ça prend... je sais que ça dépend de la santé publique, tout ça, mais de par les pourparlers que vous avez en ce moment, on peut-tu penser début février ou... Bien, en fait, il y a deux choses, Stéphane. La première chose, nous, on essaie de contrôler ce qu'on est en mesure de mettre dans notre protocole pour encadrer la sécurité de nos joueurs, de nos membres du personnel, de nos officiels. Et le cas échéant, dans le cadre de pratique ou de match. Donc, ça c'est notre responsabilité à nous. Donc, on est à finaliser le protocole pour ça. Suite à ça, au niveau des spectateurs, ça dépend pas juste de nous. T'sais, nous, on a proposé des choses à la santé publique et puis après ça, eux vont prendre des décisions dans un sens aussi beaucoup plus large que juste le hockey junior. Là. On a à penser aux Canadiens, on a à penser à toutes les salles de spectacle. Je ne pense pas que ça dépend juste de nous. Là.
OK, mais j'entends que le Canadien, là, présentement, le prochain match au Centre Bell, c'est supposé être de 27, puis on parle de leur pousser celui-là aussi. C'est qu'on peut penser que pour le junior, ça risque d'être la même chose. Ce qui m'amène à demander la question suivante, est-ce que ça va être possible de jouer 68 matchs? C'est toujours l'objectif qu'on a. J'ai comme des flashs de l'année passée. Ouais. Stéphane, où tu m'avais posé un peu la même question. Actuellement, la cible, c'est de disputer 68 parties pour chacune de nos équipes. On pense que c'est toujours possible. C'est sûr que la fenêtre n'est pas tellement grande, mais on demeure persuadé pour l'instant qu'on est en mesure de réaliser Pour cet réaliser objectif. ça, Martin, là, en étant le plus transparent possible, il faut que ça reparte quand? Là? On n'a pas, puisqu'on vit un peu dans l'inconnu, je te dirais qu'on n'a pas évalué encore tous les scénarios possibles. On sait qu'on a une certaine marge de manœuvre, mais là, on est à voir quel est l'impact des parties qui ont été manquées. On a aussi, disons, le défi des parties entre les équipes du Québec, les équipes des Maritimes et tous les voyages. Il y a des choses qui sont à évaluer aussi de comment on va reprendre ces parties-là pour arriver à un calendrier de 68 matchs. Heureusement, on n'a pas tant de voyages jusqu'à présent qui ont dû être annulés là, entre les équipes du Québec et les équipes des Maritimes. Est-ce que dans le 68 matchs, on aimerait garder l'intégralité du calendrier, c'est-à-dire de respecter les matchs qui ont eu lieu, ou ça se peut qu'à un certain moment, on dise, écoute, Charlottetown, tu devais venir jouer contre Val-d'Or, puis là, à la place, on va te remplacer ça par 2 matchs contre le Cap-Breton et Halifax? Hein? C'est un scénario qui est possible, Stéphane. Il y a une question, beaucoup de logistique derrière tout ça. Aussi d'arriver avec un calendrier le plus équilibré possible pour l'ensemble de nos équipes. Avoir le même nombre de matchs, évidemment, pour l'ensemble des équipes à domicile, à l'étranger. Et puis, qu'ils puissent être en mesure de disputer des parties contre l'ensemble des équipes. Ça, je pense qu'on est capable de le faire. Maintenant, c'est de s'assurer là, que le respect du calendrier va être le plus intégral possible. Est-ce que ça se peut qu'on soit obligé de rétrécir dans les séries éliminatoires pour arriver à jouer 68 matchs? C'est ça. Vous aimez mieux jouer 68 matchs de saison, quitte à rapetisser les séries, plutôt que de jouer seulement 60 matchs en saison puis d'avoir des séries complètes. C'est tout ça que je dois lire, que je dois comprendre? Ben, actuellement, le défi, Stéphane, des 68 parties aussi, c'est toutes les ententes qu'on a au niveau des commanditaires, des détenteurs de billets de saison. Donc, c'est des choses qu'on doit le plus possible respecter parce que il y a des enjeux reliés à tout ça, on le sait, on ne se le cache pas. Donc, à partir de ça, si il faut empiéter un peu sur les séries éliminatoires, ça demeure un scénario qui pourrait effectivement survenir. Parce que dans les ententes entre les commanditaires d'équipe et tout ça, on ne parle jamais des séries éliminatoires. Les séries éliminatoires, c'est toujours comme passe-moi l'expression anglaise, le gravy un peu, c'est ça dans le fond. Alors, c'est le 68 matchs qui est plus important, mais ça se peut qu'on arrive avec peut-être des 3 de 5 dans les 2 premières rondes ou les 3 premières rondes pour pouvoir arriver à temps. Parce qu'on veut toujours, j'imagine, avoir la Coupe Memorial au début juin à Saint-John. Ça aussi, ça doit rester le but ultime. Oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire, Stéphane, là, que c'est les scénarios que tu évoques, c'est des choses qui vont arriver. Ouais. Mais effectivement, pour l'instant, ce qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs scénarios sur la table. Il n'y en a pas encore un qu'on dit celui-là, il est impossible. Tous les scénarios sont possibles pour l'instant. Fait que c'est de trouver la meilleure équation, puis ça va être en fonction du moment où on va être en mesure de repartir. Puis la décision qui a été prise, évidemment, c'est question de revenus. Là, ça prend minimum 50 puis ça, les propriétaires semblent avoir été catégoriques là-dessus. Là. Oui, ça a été une proposition qui a été faite par le commissaire puis qui n'a pas été nécessairement discutée, puis de voir, c'est quelque chose où les propriétaires se sont ralliés puis on dit on va travailler pour ça. Et dernière question qui n'a peut-être pas rapport à tout ça. On vient de vivre une autre période de transaction, puis je ne veux pas te mettre sur le spot puis tout ça. Moi, j'ai écrit à un certain moment sur les réseaux sociaux que c'était une des périodes de transaction les plus tranquilles depuis 5-6 ans. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde a peur en ce moment? C'est quoi l'ambiance? Est-ce que les DG ont eu plus? Il y a eu des transactions, mais il y en a eu peut-être moins. Est-ce que tu sens de parler pour parler avec les équipes, parce que je sais que c'est pas mal toi qui es en contact. Est-ce que tu sens que tout le monde est nerveux en ce moment? Là, que, exemple, le scénario le plus pessimiste, qu'on ne joue plus au hockey cette année, exemple. Là, je pense pas que
l'ambiance est à ce point de dire on ne jouera pas au hockey. Tout le monde est convaincu, moi le premier, qu'on va jouer, Stéphane. Okay? OK. On va reprendre les activités, puis ça, le message a été passé. Est-ce que je suis en mesure de le certifier? Puis non, parce qu'il y a des choses, évidemment, que je ne contrôle pas. Mais on est à la Ligue, on est convaincu qu'on va être en mesure de jouer. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent être liées au fait qu'on a eu une période de transaction plus libre. C'est quand on regarde le nombre d'équipes qui aspirent aux grands honneurs, il y en a plus. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des équipes qui veulent garder leurs joueurs peut-être un peu plus. Et puis, je pense que c'est un des facteurs qui fait en sorte. Est-ce qu'il y en a qui ont été un peu plus réservés? Sans doute. Puis, on peut comprendre de l'expérience qu'on a vécue il y a 2 ans. Je pense à l'exemple de Sherbrooke. Il y a 2 ans, on avait une équipe pour aller jusqu'au bout. Cette année, on a une bonne équipe aussi, mais ils n'ont peut-être pas fait autant de transactions que peut-être on aurait pu le penser en raison de la situation. Moi, dans le fond, j'essayais de savoir si les gens à qui tu parles dans la Ligue ont ce sentiment de crainte-là un peu. Là. Ils ont posé beaucoup de questions. J'ai eu Ouais. des appels. On se parle quotidiennement. Je parle à plusieurs personnes. Mais il n'y a personne là, qui était à dire OK, là, ça ne marchera pas, puis Martin, on ne peut rien faire. Non. On va jouer. Maintenant, c'est juste faire peut-être plus attention sur comment l'anticipation aussi. Tantôt, tu as évoqué les différents scénarios au niveau des séries éliminatoires. Ouais. Il y a une certaine anticipation aussi à cet égard-là que probablement certains directeurs gérants ont fait. Est-ce que c'est ironique un peu de voir que l'an passé, nous, on jouait, puis l'Ontario ne jouait pas, puis là, l'Ontario joue, puis nous, on ne joue pas? Oui, c'est ironique, mais en même temps, eux, ils ont pris des décisions en fonction de la réalité de leur ligue, puis nous, on continue aussi d'en prendre. On ne se cache pas, là, on a 4 provinces, 4 directions de santé publique, 4 réalités différentes avec lesquelles on doit travailler. Et puis, Stéphane, on va jouer. On ne jouera peut-être pas le 19 janvier, mais on va jouer. On va jouer. Merci beaucoup, Martin. Ça marche, ça fait plaisir. Il faut retenir la fin. On va jouer. On ne sait pas quand on va jouer, mais on va jouer. Mais ça m'apparaît assez évident que ça va être difficile là, de tout avoir comme prévu jusqu'à la fin. On a compris pourquoi on veut jouer les 68 matchs. Si c'est le cas, au moment où on se parle, ce serait déjà difficile de replacer 84 matchs d'ici à la fin du mois de mars, en supposant qu'on recule encore le retour au jeu de, disons, 2 autres semaines pour aller en début février. On va monter le nombre de matchs à combien? Là, un autre 50 matchs peut-être de remis. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'avoir des 4 étapes, 4 défaites en séries éliminatoires. Beaucoup d'argent impliqué dans tout ça. Puis je sais que l'argent ne devrait pas toujours être le nœud de la guerre, mais il reste que ça prend de l'argent pour opérer une ligue comme la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et c'est évident que si on ne joue pas 68 matchs, bien là, il faut rembourser les détenteurs de billets de saison. Il faut rembourser les commanditaires qui avaient acheté des publicités sur les bandes en se faisant dire dans le contrat, votre publicité va être là pour 34 matchs locaux en saison régulière. Et si on ne respecte pas cette entente-là, ben faut rembourser tout ça. Alors que les séries éliminatoires, ça ne fait pas partie des ententes avec les billets de saison, ça ne fait pas partie des ententes avec les commanditaires, ça devient comme comme je disais dans l'entrevue, du gravy, si on veut, de l'extra. Alors, on va suivre ça attentivement au cours des prochaines semaines. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas un communiqué qui sorte cette semaine nous disant que le retour au jeu est repoussé. On va probablement être capable de s'entraîner, là, mais de jouer des matchs, ça va être difficile. Contrairement également à l'Ontario, comme je disais dans l'entrevue, où du côté de l'Ontario, on a décidé de jouer des matchs devant des gradins vides, ce qu'on ne faisait pas l'an dernier. On va y revenir un petit peu plus tard. C'était la fin de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec cette semaine. En fait, c'était jeudi dernier. On peut dire, là, pour faire un tableau, les 18 équipes de la Ligue, il y en a 7 qui ont été du côté des acheteurs. Saint John, Charlottetown, Bathurst, Shawinigan, Sherbrooke, Québec et Gatineau. On les classe du côté des acheteuses, des équipes qui ont été chercher des joueurs. Évidemment, pas tous au même niveau. On peut mettre 10 formations d'un autre côté qui ont été les vendeurs. Et il y a les Moussets d'Halifax qui ont décidé de conserver le statu quo, aucune transaction, et ce, pour une deuxième année de suite dans le temps des fêtes. On a décidé d'y aller avec le statu quo. Si on révise un petit peu ce qui s'est passé, les Sea Dogs de Saint John, évidemment, c'est l'équipe qui a bougé le plus, on comprend. On est assuré de participer au tournoi de la Coupe Memorial en tant qu'équipe hôtesse. Alors, on a frappé quelques grands coups. L'acquisition de Nicolas Ortubise, le gardien des Tigres de Victoriaville.
qui est venue s'ajouter à celle de Vincent Sévigny, qui avait été également acquis des Tigres au début de la période de transaction. On est allé chercher Marshall Lessard à Val-d'Or, excellente acquisition. Connor Tranham au Cap-Breton. Ryvis Hansons à Bécomo. Rapatriement de Philippe Daou également avec les Wildcats de Moncton qui a amené cette transaction-là. Philippe Daou qui a joué 15 matchs avec les Sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine cette année. On est allé chercher le gardien Thomas Couture. On voulait plus de profondeur devant le filet parce que Noah Patnaud est présentement blessé. Et on a ajouté également Nicolas Blackden. Dans le processus, il a fallu sacrifier quelques joueurs. On a sacrifié Christopher Ennis, qu'on a dû placer au balotage, défenseur de 20 ans, excellent défenseur. On avait payé cher pour aller chercher Christopher Ennis à l'époque à Rimouski. Mais avec la venue de Daou comme joueur de 20 ans, il fallait céder un joueur de 20 ans et c'est Ennis qui a payé le prix. On a échangé également le gardien Jonathan Lemieux, qu'on avait été chercher à Val-d'Or. On avait payé le prix aussi pour aller chercher Lemieux. Ça n'a pas fonctionné comme les Sea Dogs l'auraient voulu dans le cas de Lemieux, qui n'avait pas les performances qu'on souhaitait pour un gardien numéro un pour aller jusqu'au bout. C'est pourquoi on est allé chercher Nicolas Ortubise. Alors, les Sea Dogs de Saint John ont vraiment été l'équipe la plus active. Les Islanders de Charlottetown on a fait des acquisitions importantes aussi. Francesco Lapena, le gardien de but. Jérémy Biakabutuka, défenseur de Rimouski, qui vient s'ajouter à un top 4 qui était déjà très solide à la ligne bleue des Islanders. Et de la profondeur également en attaque avec Dawson Stairs notamment et Zachary Roy. Stairs qui est arrivé du Cap-Breton, Roy de l'Armada. Charlottetown va être très difficile à battre en deuxième moitié de saison. Le Titan de Caddy Batters s'est offert le meilleur pointeur du circuit, Félix Lafrance des Saguenay-Chicoutimi, en plus de Thomas Bellegarde, qui est arrivé aussi de Chicoutimi. Et on s'est offert rien de moins que le meilleur défenseur offensif en termes de points de la Ligue canadienne de hockey, Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, des grosses acquisitions pour le Titan aussi. Le Titan qui a aussi signé quelques joueurs en provenance de l'Ontario, là, probablement des connexions avec leur nouvel entraîneur-chef, Jason Clark. C'est l'entraîneur qui amène du sang neuf avec le Titan d'Acadie Batters. Le Titan, les Islanders et les Sea Dogs, comme on dit, ça va jouer du coude dans la section des Maritimes d'ici la fin. Il ne faut pas oublier que les Moussets d'Halifax, qui ont conservé Elliott Desnoyers dans leur rang, qui ont été chercher un joueur de profondeur là, en Evan Boucher du côté de l'Ontario, un joueur autonome qui s'amène avec eux. Les Moussets, ce n'est pas une mauvaise équipe non plus. Ça va être plus difficile pour Moncton et le Cap-Breton d'ici la fin de la saison, surtout avec les transactions qu'on a faites. Parlant du Cap-Breton, on a finalement remplacé l'entraîneur démissionnaire Jake Grimes par un Américain, Chad Cassidy, qui devient donc le nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. 4 autres formations ont été du côté des acheteuses pendant la période de transaction. Les Cataractes de Shawinigan ont été allés chercher Loris Rafano Mezansoa des Saguenay-Chicoutimi, un défenseur de 19 ans. Et Pierrick Dubé, également, attaquant de 20 ans, qui se joint à l'équipe de Shawinigan. Les Cats qui misent sur, évidemment, Bourgault, Bourque, Nadeau et compagnie. Les Cats qui veulent essayer de se rendre jusqu'au bout également cette année. Le Phoenix de Sherbrooke a fait des acquisitions, mais de façon plus modérée. On a ajouté 2 bons défenseurs, Tyson Hines, un espoir des Ducks d'Anaheim, et Kalen Gauthier, le frère de Ethan Gauthier. Donc, les frères Gauthier vont maintenant jouer à Sherbrooke ensemble cette année et fort probablement l'an prochain, puisque Kalen pourra revenir comme joueur de 20 ans. Les Remparts ont été cherchés à Victoriaville 2 gagnants de la Coupe du Président, Connor Frenette et Olivier Coulombe. Et à Gatineau, on a fait l'acquisition de Simon Pinard et de Donovan Arsenault. Alors, ça, c'est les noms importants là, qui se sont amenés dans les équipes qui veulent aspirer aux grands honneurs cette année. Il y a 7 formations là, qui vont, j'ai l'impression, se battre pour obtenir la deuxième place disponible pour le tournoi de la Coupe Memorial, en plus de celle des Sea Dogs de Saint John. On me demande souvent les prédictions à la suite de tout ça. J'ai attendu volontairement là, pour faire mon état des forces. Je veux attendre que les activités reprennent avant de faire tout ça. Puis je voulais voir la fin de la période des transactions aussi. Mais c'est évident là, que Saint John et Charlottetown doivent être considérés comme les 2 équipes à battre d'ici la fin de la saison. Charlottetown, une défensive exceptionnelle avec Lapena devant le filet. Et Saint John, avec les acquisitions qu'on a fait aussi, il ne faudrait pas oublier du côté des Sea Dogs, Yann Kuznetsov, qui s'est amené également avant le championnat du monde, le défenseur russe qui appartient aux Flames de Calgary, qui a été ajouté à l'alignement. Il faut tout mettre ça ensemble. C'est ça qui est le défi là, pour les entraîneurs, mais c'est assurément de belles prises pour les Islanders et pour les Sea Dogs. Et parlant des Sea Dogs, comme il était le directeur général qui avait le plus bougé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec,
Et comme il est le directeur général de l'équipe hôtesse du tournoi de la Coupe Memorial, on a fait un brin de discussion avec Trevor Georgie. Je vous en parlais en début d'émission. Notre invité, c'est Trevor Georgie, le directeur général de l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Et je pense que Trevor, ça a pris tout son sens. La période des transactions est terminée. Tu as fait beaucoup d'échanges. Tu es allé chercher toutes sortes de joueurs. Mais on dirait que tu as tout attendu à la dernière minute. Il y avait Sévigny qui était arrivé un petit peu avant. Mais là, tu as attendu vraiment le dernier moment. Comment ça s'est passé les dernières heures, là? Ben, parfois, les choses, les ajouts comme ça, les ajouts qu'on voulait faire, parfois, ça prend plus de temps. Aussi, pour nous, il y a pas vraiment, on n'a pas joué des matchs pendant la période d'échange à cause du break. Ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de valeur, il n'y avait pas plus d'évaluation avec notre groupe. Donc, pour nous, pour l'annoncer plus tôt, des échanges, il n'y avait pas de bénéfice pour nous. Puis je te dis, les derniers 24 heures, 48 heures, on va bien dormir ce soir, c'est clair. Qu'est-ce que vous vouliez absolument aller chercher? Bon, on peut les prendre une par une, là, mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous recherchiez dans cette période de transaction-là? Profondeur. Puis pas nécessairement profondeur pour dire on voulait chercher des gars de quatrième trio. Plus profondeur pour pousser même les gars en haut, en bas, pour créer de la profondeur plus de qualité. On cherchait de la leadership. Si tu regardes les gars qu'on a entrés, en tant que le respect qu'ils ont dans leur chambre, ça, c'était très important. Donc, Sévigny a vécu quelque chose d'incroyable l'année passée. On regarde un gars comme Trent Holmes, c'est un gars très respecté dans sa chambre, un gars vraiment de qualité. Marshall Lassard, j'en manque clairement, mais on voulait des gars de qualité puis avec du leadership. Puis on voulait aussi des joueurs qui jouaient de manière pas nécessairement qui complimentent le groupe qu'on a. On a un groupe avec beaucoup d'outils, beaucoup de talent. On peut compter des buts, mais c'est un gars comme Hansons, un gars comme Trent Holmes, un gars comme Lassard, un gars comme Daoud. C'est des gars qui quand même peuvent jouer 200 pieds. Puis je pense que ça aide notre groupe. Puis la profondeur des gars comme Blagden, un loco qui joue d'un style différent, un peu robuste. Pour nous, quand moi, puis quand Anthony, puis qu'on assoit, puis on vise tout ça, puis on parle avec les entraîneurs, puis dans notre tête, on voulait vraiment, pour moi, on voulait vraiment être capable de sortir des outils dans les séries, sortir des outils dans le Coupe Memorial où on peut jouer d'un style ou l'autre. Puis je pense que après aujourd'hui, qu'on va être capable de jouer le style désiré. Tu as nommé plusieurs joueurs que tu es allé chercher, mais tu es allé chercher aussi le gardien de but Nicolas Ortubise, qui était avec les Tigres de Victoriaville l'an dernier, qui a été exceptionnel pendant les séries, particulièrement en finale, pour éliminer Val-d'Or, qui était peut-être la meilleure équipe sur papier l'an dernier. C'est clair qu'on n'était pas satisfait de Jonathan Lemieux parce qu'on avait quand même été chercher Lemieux à Val-d'Or en vue de ce projet-là cette année. On regarde ses statistiques, ça n'a pas fonctionné comme vous pensiez. C'est un peu pour ça qu'on a fait cette transaction-là aussi? Premièrement, moi, j'adore Jonathan Lemieux. C'est un jeune de qualité extraordinaire. Pour moi, on n'a pas assez encadré Jonathan dans la première moitié pour avoir du succès. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas sur les épaules de Jonathan Lemieux. C'est un bon gardien de but. Je crois encore dedans. Jailly, qui est à côté de chez nous à Moncton, nous, on veut le succès pour Jonathan Lemieux. Pour nous, il y avait des différents enjeux, incluant la position de 20 ans qui s'implique. Puis Nicolas Ortubise, de notre côté, c'est un gardien qui l'a fait. Il y a quelque chose intangible de vivre ça, un championnat l'année passée. Puis le monde peut dire n'importe quoi de tel joueur, pas d'un joueur, mais quand tu as vécu ça, Nicolas Ortubise, il a déjà gagné, il a fait ça, il a affronté une équipe à Val-d'Or qui est une équipe très impressionnante à l'attaque, puis il était capable, avec son équipe, de gagner. Donc, pour nous, il y a une valeur très importante.
On est en discussion avec Trevor Georgie, le directeur général des Sea Dogs. Quand tu regardes, moi, je fais l'analyse de la période des transactions. La Coupe est chez vous dans les Maritimes. Charlottetown et Batters sont embarqués dans le train aussi, puis ce ne sera pas facile de jouer contre ces équipes-là pour les prochaines semaines, puis aller jusqu'au bout, puis gagner la fameuse Coupe du Président avant la Coupe Memorial. Oui, ces équipes, Charlton Batters, deux équipes formidables. Puis on fait des bonnes ajouts. Pour moi, j'enlève rien de ces équipes-là. C'est deux équipes qui sont très compétitives, qui vont être difficiles à battre. Ça va être une guerre dans les Maritimes dans la deuxième moitié, c'est clair. Puis nous, le match se joue sur la glace, puis nous, on n'a rien fait encore. Ces deux équipes sont des bonnes équipes. Ça va être, pour les partisans, ça va être, on va être capable de vendre des billets si on va être capable de recevoir des partisans encore chez nous. Pour toi, c'était clair qu'on ne voulait pas rien laisser sur la table. On a vidé la banque de choix repêchage. Je sais que tu m'avais dit en début de saison que tu en avais beaucoup grâce aux transactions faites dans les dernières années. Mais là, c'est vraiment, comme on dit au poker, all-in. Ben, je dirais que oui, on est all-in. En même temps, on a bâti l'équipe pour cette année. C'est pas hier, puis on en parle souvent, Steph, c'est pas, ça fait 4 ans qu'on en jase. Hey, quand au repêchage avec les 2002, quand eux ont à maturité, on y va. On fonce. Donc, pour nous, hors glace, comme gérant, je pense que moi et Anthony, on a fait ce qu'on a pu faire pour l'équipe, pour les donner la meilleure opportunité. Puis là, c'est à eux d'y aller. Mais l'autre chose que j'ajouterais, on va avoir, on a beaucoup de bons 19 ans, on a beaucoup de bons 20 ans de retour l'année prochaine. Le marché de 20 ans n'est pas, ça ne déborde pas de 20 ans de qualité. Pour l'an prochain, tu veux dire? Pour l'an prochain, on a des bons 19 ans. On a quand même été capable de garder la majorité de nos jeunes. Tous ces gars-là qui vont être sur l'équipe vont vivre une expérience garantie à la Coupe Memorial. Donc, il y a une valeur puis une expérience importante. Donc, pour nous, même si présentement la banque de choix semble vidée, on croit qu'on va être capable de recommencer le cycle dans le futur. Tu as été évidemment impliqué dans plusieurs discussions avec tes homologues. Tu es le directeur général qui a fait le plus d'échanges, peut-être avec Victoriaville. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'échanges, mais tu en as fait avec eux aussi. Est-ce que tu sentais de l'inquiétude versus la COVID, versus la situation, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que dans chacune des transactions, il y a des clauses d'impliquer pour dire, hey, écoute, si jamais il n'y a pas de saison, il n'y a pas de séries éliminatoires, on a des. Est-ce que ça faisait partie de, je vais dire, de peut-être l'inquiétude? Je pense que c'est le mot qu'il faut choisir. Hein? Il y a clairement l'inquiétude avec le COVID. C'est impossible de prévoir. Je pense, si on parlait au mois de septembre, on n'aurait jamais pensé, je ne pense pas qu'on aurait pensé jusqu'à quel point tout est différent là au mois de décembre, au mois de janvier. Donc, oui, c'était une inquiétude. Oui, on en jasait souvent. Oui, c'était quelque chose qu'on considère. Dans la majorité de nos échanges, on reçoit des joueurs qui vont quand même être là l'année prochaine. Donc, par exemple, l'échange, c'est l'échange Lessard, il va être là comme 20 ans. L'échange Trenholm, il va être là comme 19 ans l'année prochaine. L'échange avec Moncton, on a des morceaux qui vont quand même être là l'année prochaine, pas d'Aoui vraiment. Donc, pour nous, on se sentait à l'aise dans la situation qu'on va jouer une coupe, on va faire tout de notre pouvoir, surtout c'est nous qui reçoit la coupe, puis on connaît tout l'effort qu'on a mis dans ça depuis 4 ans. On ne va pas le laisser tomber sans trouver une façon de le faire. Donc, n'importe quoi ça peut arriver, mais on ne voulait pas que ça change notre pensée. On vient de le voir avec le championnat du monde de hockey junior. Des fois, ça peut revirer de bord rapidement. On ne souhaite pas ça, évidemment, là, mais j'ai toujours la pensée à
les équipes qui essayaient il y a 2 ans, là, comme Sherbrooke, comme Chicoutimi, comme Moncton, qui s'étaient montés des belles équipes et qui n'ont rien eu au retour. Je pense que maintenant, les gars doivent vouloir se protéger un petit peu là-dedans. C'est tout à fait normal. Là. Oui, non, moi, c'était très décevant pour ces équipes-là. Puis, ouais, on en jasait. Puis, d'après moi, tous les DG, c'était un topic de conversation, c'est clair. Est-ce que pour vous, présentement, vous pensez que le retour là, dans la semaine du 17 janvier, comme c'est annoncé présentement par la LHMQ, c'est encore quelque chose de possible ou tu crains que ça va être repoussé encore? Bonne question. Honnêtement, ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi. Donc, pour réfléchir là, comme ça, je donnerai une réponse vraiment sans réflexion. OK. Pour moi, je dirais qu'on planifie retourner nos gars le 13 janvier. Puis, on ne joue pas jusqu'au 20 contre Québec chez nous. Donc, pour nous, on planifie comme ça. On n'a pas parlé de repousser la saison. Parce que la LHJMQ, sans les partisans, c'est presque impossible. Et on l'a fait l'année passée dans les Maritimes, hein? Oui. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile pour les propriétaires. On est chanceux qu'on a des très bons propriétaires dans les Maritimes pour supporter ça. Mais non, c'est pas facile. Puis vraiment, le job que le commissaire Courteau et son équipe fait pour gérer tout ça, c'est pas facile. Puis je ne souhaite pas sur personne. Vraiment, ils font un vraiment bon job pour gérer ça. Dernière question. Est-ce que les Sea Dogs ont la meilleure équipe de la Ligue junior majeure du Québec en ce moment? Ça va se démontrer sur la glace. Mais ton feeling en ce moment, as-tu l'impression quand tu regardes tout ça là, que vous êtes la meilleure formation, vous êtes l'équipe à battre? Pour nous, on a fait en tant que notre planification depuis les gars en 2018 jusqu'à date, on a suivi un plan. On a fait, d'après nous, tout ce qu'on pouvait faire pour donner le groupe la meilleure opportunité d'avoir le succès. Puis là, c'est à eux de nous récompenser en démontrant qu'ils sont la meilleure équipe dans la Ligue junior majeure du Québec, mais c'est à eux de les montrer. Trevor, merci beaucoup pour avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci, Steph. Alors, quand il a dit « j'ai pas dormi depuis 2 jours », vous allez comprendre que cette entrevue-là a été effectuée jeudi, quelques minutes après la fin de la période des transactions. Trevor qui avait les traits tirés, évidemment, dans les pourparlers qu'il a eus. Et il est venu tout près à un certain moment aussi de faire l'acquisition d'Eliott Desnoyers des Mooseheads d'Halifax. Finalement, du côté des Mooseheads, on a décidé de ne pas l'échanger, de garder ses droits. Au total, donc, 55 joueurs qui ont changé d'équipe, 82 choix de repêchage également qui ont été transigés. Là-dessus, 7 choix de première ronde ont été échangés. Évidemment, il y a des considérations futures de certains de ces choix-là qui vont revenir, qui vont devenir des joueurs lors des assises l'été prochain. C'est le cas à chaque année. Pour ceux qui suivent le hockey junior, vous connaissez la poutine, évidemment. Un petit mot en terminant sur la Ligue de l'Ontario qui, elle, continue ses activités dans la plupart de ses marchés, même s'il y a quelques matchs remis ici et là. Ce qui a fait beaucoup jaser depuis vendredi, c'est le retour au jeu de l'espoir du Canadien Logan Mailloux, ce défenseur des Knights de London que le Canadien a réclamé en première ronde et qui a fait beaucoup jaser l'été dernier. On sait qu'il avait été suspendu par la Ligue de l'Ontario jusqu'au 1er janvier. Donc, il s'entraînait depuis le début de la saison avec les Knights, mais n'avait pas joué de match. Il a fait son entrée finalement vendredi soir contre les Firebirds de Flint. 2 passes dans son premier match et hier, 2 buts dans son deuxième match. Donc, résumé de sa fin de semaine de travail en 2 matchs, 2 buts, 2 passes, plus 7 et 13 tirs au but en 2 matchs. C'est un défenseur droitier, c'est un gros bonhomme. J'ai regardé plusieurs séquences là, du match de vendredi, son premier match. Et pour un gars qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois, presque 1 an, il se déplaçait très bien sur la patinoire. Il a un tir des poignets pesant. Et c'est un gars qui patine de façon, je dirais, assez large, là, si vous comprenez l'expression que je veux dire. Bref, c'est un espoir. Évidemment, on verra ce que la nouvelle direction du Canadien va faire dans ce dossier-là. On sait à quel point ça a fait jaser l'été dernier. Comme on dit, on n'est pas rendu à l'amener avec le Canadien. Il n'a que 18 ans. Il lui reste une autre saison junior complète l'an prochain. J'ai l'impression qu'on va être patient dans son cas, qu'on va être prudent. Mais
pour entrer ce gars-là dans la catégorie des espoirs très intéressants. C'est un gars qui a un talent certain. Là. C'est un défenseur qui aime se porter à l'attaque. Qui, je dois dire, m'a fait une bonne impression sur la patinoire. Là. Je ne veux pas qu'on parle de tout ce qui s'est passé hors glace. C'est derrière lui. Il travaille toujours d'ailleurs là-dessus, suit des formations, subit une thérapie, tout ça. Mais l'aspect sur la glace, ce que j'ai vu vendredi, évidemment, par le truchement là, de mon écran, j'ai aimé ce que j'ai vu de ce défenseur-là. C'est la fin de la période des transactions également dans l'Ontario. Mason McTavish, qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior, a été échangé de Peterborough à Hamilton. Hamilton a cédé 2 joueurs et 6 choix de repêchage pour faire l'acquisition de McTavish. Et Hamilton avait été également chercher un autre espoir du Canadien parce qu'il y a déjà Yann Michak qui joue avec les Bulldogs. Arbor Chekai, ce défenseur qu'on a vu au camp d'entraînement du Canadien, qui a été signé comme joueur autonome, a été acquis également du côté de Kitchener pour s'amener à Hamilton. Donc, Hamilton aura une bonne formation pour terminer la saison. Évidemment, London avec le retour au jeu de Mailloux aussi, qui est déjà première au classement général en Ontario. Dans l'Ouest aussi, il y a des bonnes formations. On aura l'occasion de suivre ça au cours des prochaines semaines. Mais ça fait le tour un peu de ce qu'on avait pour vous, donc, dans cette première édition de Sur la glace en 2022. Je tiens à remercier là, mes invités dans cette émission, Trevor Georgie des Sea Dogs de Saint-John, Martin Lavallée de la Ligue junior majeure du Québec et Jean-François Houle du Rocket de Laval. N'oubliez pas, le Rocket joue mercredi, ça va être au rds.ca sur le web seulement. Ce match contre le Crunch de Syracuse. Le retour du Rocket à la télé, en principe, ce sera la semaine prochaine, mercredi le 19, alors que Utica sera de passage à la Place Belle, la meilleure équipe de la Ligue américaine. Donc, c'est ce que nous avons à surveiller. Et j'ai une petite surprise pour vous en finissant l'émission. Vendredi soir, RDS va vous présenter un match de la Ligue de l'Ontario en direct sur les ondes de RDS, les Wolves de Sudbury, qui vont affronter les Frontenacs de Kingston. Donc, ce sera officiellement le retour du hockey de la Ligue canadienne sur les ondes de RDS. Et on est très heureux de vous présenter ce match-là qui met en vedette, bien sûr, Shane Wright des Frontenacs, le premier choix potentiel de l'Encan 2022. Donc, ce sera présenté vendredi soir sur nos ondes à compter de 19h30. Toute l'équipe sera là pour vous présenter ce match-là. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs de l'Ontario et de l'Ouest qui seront ajoutés à notre grille horaire compte tenu du fait que la LHJMQ là, est sur le mode pause? Ça reste à confirmer, mais je peux vous confirmer que vendredi, on sera là pour ce match de l'Ontario, Sudbury et Kingston. Merci à Guillaume Poliquin plutôt à la technique. Merci à Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. C'est notre équipe de Sur la glace. On est là chaque semaine et on sera là lundi prochain pour une autre édition. Juste d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.